Bonjour et bienvenue dans cette FAQ, la première que je fais sur cette chaîne Récif Captif. Il y a des gens qui font des FAQ pour les 1000, pour les 2000, pour les 3000. Moi, c'est une FAQ en plein milieu. Hein. Je ne sais pas combien on en est. Je vais vite faire regarder. Alors, on est... Hop là. Sur YouTube, on est 3430 au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, c'est la FAQ des 4330 abonnés. Hein? C'est sur Facebook, je sais plus, 2800 quelque chose. Hein, c'est pas... On est à 2877. Voilà, pareil. Donc, c'est la FAQ des 2877 abonnés Facebook. Non, mais bon, je rigole, c'est juste que, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, les égométriques, pour moi, c'est vraiment pas quelque chose, alors, je vais juste couper le son. Hein, donc, moi, tous ces compteurs, toutes ces égométriques, c'est pas quelque chose que je suis vraiment, je fais pas attention aux chiffres, hein, c'est juste pour ceux qui se demandent. C'est pas quelque chose de super important, même si de temps en temps je célèbre un petit peu comme tout le monde. À coup, je vois il y a des chiffres ronds qui passent et tout ça. Je me dis, waouh, mais c'est génial. Je m'imaginais pas qu'il y ait autant de monde qui un jour suivent cette chaîne. Donc aujourd'hui, on fait une FAQ. Alors, pour que ce soit le plus honnête possible, j'ai pas du tout lu à l'avance les questions. Donc là, je vais aller vite fait sur le questionnaire. Hop. Voir les questions qui m'ont été posées et comme ça je vais pouvoir voir lire voilà, le questionnaire, les réponses. Allez, affiche-moi les réponses s'il te plaît. Et petit téléphone. Voilà, donc vous avez été 22, enfin il y a 22 questions puisqu'il y a une personne qui en a posé 6. Et je sais que j'ai des questions qui sont arrivées sur la chaîne YouTube. J'irai tout à l'heure vite fait les regarder pour y répondre aussi. Alors, on va regarder en individuel, ça va être plus simple. Donc j'ai une question de Michael Hooper qui me dit: comme tu l'as constaté, mon Centropige bispinosus picore certains de mes coraux. Y a-t-il quelque chose à faire à part se séparer du poisson? Eh ben, un centropige, à partir du moment où il commence à goûter les coraux, il va pas s'arrêter. Donc tu peux le nourrir fortement, mais tu vas à ce moment-là dégrader la qualité d'eau de ton bac, ce qui n'est pas forcément la bonne solution. Et à part trouver quelqu'un qui a un fish only, il n'y a pas 15 000 solutions malheureusement. Alors, question 2. La question de Zax. Hein. As-tu un nouveau projet récifal ou autre qui sera bientôt fait ou en cours de préparation? Si oui, lequel? Alors ben, j'ai ce projet-là qui est récent. Il y a le nano qui est toujours en cours. Je vais le finir dans les temps qui viennent et ensuite il sera gagné. Après, j'ai pas d'autres projets de créer un bac récifal. Hein, c'est déjà pas mal. Question suivante de Morgane. Bonjour Hervé, je voulais savoir ce que tu penses d'un aquarium de 720 litres plus une décante de 260 litres pour démarrer en récifal. C'est confortable déjà, 720 litres pour démarrer en récifal. Alors fais attention au coût, parce que plus tu démarres gros, plus ça coûte cher. Hein, là, je pense que je n'ai défloré les secrets de personne. Donc ça revient cher, ok, mais après tu peux forcément t'amuser beaucoup plus en termes de population, je dirais de poissons. Hein, puisque avec 720 litres, on peut commencer à avoir des chirurgiens sympas, des trucs... on peut commencer à s'amuser au niveau poisson. Question suivante de Marc. Les lumières ont-ils vraiment un gros impact sur les coraux?
J'avais des T5 et mes coraux ne poussaient pas, mes paramètres étaient cependant ok, les LED passeraient mieux, non. Alors oui, la lumière elle est essentielle. Et le fait de dire des T5 ou des LED, c'est bien, mais faut voir la puissance que tu mets. C'est-à-dire que si je mets moi 2 néons T5 sur mon bac, il sera éclairé, mais largement pas assez pour maintenir des coraux ou pour qu'ils poussent. Donc même avec une bonne qualité d'eau, si tu n'as pas la puissance lumineuse qui est nécessaire à tes coraux, ils vont pas pousser. Donc il faut une bonne puissance d'éclairage. Et maintenant passer en LED, c'est pas déconnant, hein. Je veux dire, aujourd'hui tout le monde fait de la LED. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal. Je dis juste que aujourd'hui c'est des éclairages qui sont abordables et qui permettent d'avoir des bacs plutôt sympas sans forcément se ruiner à coup sûr. Après forcément on en a pour son argent, hein, ça c'est une évidence, mais l'éclairage LED en remplacement du T5, oui c'est normal. C'est la suite logique pour ton bac, je dirais. Alors voilà, ben, ça c'est verrouillé. Alors, question suivante de Léo. Combien te coûte en moyenne ton aquarium par mois? Alors, on va dire qu'il y a EDF environ une dizaine d'euros. Hein, c'est peut-être un peu plus. J'ai eu une augmentation, j'ai augmenté ma facture de 100 euros. Ouais, peut-être 20 euros d'EDF par mois. Ensuite, il y a une dizaine d'euros de Béline. On va dire qu'en sel, je mets une centaine d'euros par an, donc c'est pareil, une dizaine d'euros par mois, donc on est à 40. Après, il y a la nourriture. Là, bon, ces derniers temps, j'ai eu quelques nourritures à tester, donc et comme on me les a données, ça a réduit le coût, mais on va dire que, pareil, il y a 10-15 euros par mois de nourriture qui y passe. Après, on rajoute les petites résines, des petits machins. Voilà. On va dire qu'un coût global moyen, c'est juste en maintenance aux alentours de 55-60 euros par mois qui passent juste dans la maintenance normale du bac. Et ça, c'est sans rajouter des nouveaux poissons, sans rajouter du matériel, ni rien. Hein. Donc ça, c'est juste le ticket normal du mois, ce qui sort juste pour admirer le bac. Voilà. Question suivante de Escargotte. Pourquoi les écumeurs sont difficiles à régler? Tu as quel écumeur? Parce que ben, si tu prends des tunes, il n'y a même pas, à régler, ils se règlent tout seuls. Donc ils sont super simples à régler. Moi je suis plutôt sur du Deltec. Une fois que tu as apprivoisé la petite molette et que tu comprends ce que tu fais avec, ben, c'est pas très très compliqué. Donc ça dépend de ton écumeur. Il y a des écumeurs, je sais que des potes avec des choses un petit peu, j'ai tendance à dire des chinoiseries, mais il y a des écumeurs qui sont plus difficiles à régler que d'autres. Mais c'est vrai que si tu viens sur des grandes marques, donc Deltec, moi je les trouve simples. Tunes, c'est voilà. Royal Exclusive, j'ai des potes comme ça, c'est assez simple. Nios, apparemment ça dépend selon les retours. J'ai des potes qui y arrivent bien et d'autres qui se galèrent. Donc je ne sais pas me positionner par rapport à cette marque. Et moi j'en ai pas eu, donc voilà. Mais après ça dépend vraiment de la marque de ton écumeur. Il y a des écumeurs qui sont très simples à régler, d'autres où tu vas passer plus de temps. Voilà, j'ai pas de réponse universelle à ta question malheureusement, Escargotte. Alors, suivante, encore Escargotte. Peut-on rajouter une pierre vivante avec un cycle terminé sans risquer de dérégler les paramètres de l'eau? Alors, si tu as, on va dire, déjà 40-50 kg ou même, on va dire, 20 kg de pierres qui sont déjà cyclées et ainsi de suite, et que tu rajoutes 1 ou 2 kg de nouvelles pierres,
ça va pas tuer ton cycle. Donc tu peux rajouter une pierre ou une aquaroche dans un bac qui est déjà cyclé. Ça va pas totalement te dérégler. Simplement dans le mois qui suit, va pas tout bouleverser. Mais ça se fait normalement sans gros soucis. Encore escargotte, est-ce une bonne idée de nourrir sa population une fois tous les 2 jours pour faciliter la baisse des nitrates et NO3? Alors à mon sens, non. Parce que tu vas avoir une journée avec un gros taux de pollution, donc ton taux de bactéries va augmenter. Ensuite, le jour d'après, il n'y aura plus de quoi nourrir tes bactéries vont mourir. Et le jour d'après, tu remets une grosse couche de nourriture, donc il faut se nourrir des bactéries mortes plus évacuer des NO3. Vaut mieux être régulier et donner la moitié tous les jours que de donner tous les 2 jours. Maintenant, c'est mon avis. Est-ce que c'est la vérité? J'en sais rien. C'est ma vérité. Hein, comme je dis souvent, je n'ai pas la réponse universelle à tout. Mais voilà. C'est mon avis sur la chose. Vaut mieux donner la moitié tous les jours que de faire un gros nourrissage tous les 2 jours. Suivante. Question 9 de Escargotte. Un Bernard l'ermite grandit. Faut-il placer quelques coquilles vides au fond pour éviter qu'il attrape les autres détritivores? Alors oui, tu peux placer des coquilles vides dans l'aquarium. Est-ce que ça va te garantir qu'il n'attaquera pas les escargots? Non. Après, il y a des espèces de Bernard l'ermite qui ont plus tendance à attaquer les escargots. Mais personnellement, j'ai des tricolores et j'ai des Bernard l'ermite, les rouges. Et j'ai très peu de pertes au niveau de mes escargots. D'autres personnes ont plus de pertes avec d'autres espèces de Bernard l'ermite. Ça dépend de ton espèce de Bernard l'ermite. Certaines espèces, tu peux mettre autant de coquilles que tu veux, ils vont prendre des escargots vivants. Voilà. Ça, c'est le jeu. Ça dépend de l'espèce de tes Bernard l'ermite. 10e question. Encore de l'escargotte. Belling avec antinitrate me dépose une fine couche blanche dans la partie remontée d'eau. Du coup, on est obligé de brasser aussi la zone de remontée, sinon ça colmate. Alors normalement, la zone de remontée, tu as un bon turnover. Si tu as un dépôt, c'est que tu fais tes ajouts de Belling peut-être trop rapprochés entre les différents produits et qu'entre eux, ils précipitent. Ou qu'alors, tu as déjà des taux élevés et tu viens en rajouter beaucoup et pareil ça va précipiter. Donc pour moi, si tu as des dépôts blancs, c'est qu'il y a un problème dans ton dosage et que tu crées une précipitation de tes éléments. C'est pas forcément super intéressant à ce moment-là de faire tes ajouts. Diminue peut-être les ajouts pour que tu n'ajoutes que ce dont tu as besoin et que tu n'aies pas les précipitations, ou bien vérifie ton timing d'ajout, que tu les ajoutes bien avec un certain temps entre les deux pour que ça ne te fasse pas les précipitations. Et bien sûr, moi, la zone de remontée, je la brasse jamais parce que il y a déjà la pompe de remontée qui remue tout ça de façon assez intense normalement. Alors, question numéro 11, encore de escargotte. Hein, tu m'en as mis, dis donc, des questions. À quel moment faut-il ajouter de la microfaune dans le bac lorsqu'il est peuplé? La nuit, couper le brassage? Alors, c'est quoi pour toi des ajouts de microfaune? Parce que les pochons de nourriture vivante, c'est pas de l'ajout de microfaune. Tu vas rajouter de la biodiversité, mais qui doit servir de nourriture. Et c'est des animaux qui sont pélagiques et qui donc ne vont jamais venir coloniser les pierres. Donc forcément, là, tu les ajoutes le soir et puis voilà. Les ajouts de microfaune réels, tu les fais en général la nuit. Tu peux rajouter une pierre vivante qui est bien chargée en microfaune et tu le fais la nuit pour éviter que tout de suite il y ait des prédateurs qui viennent picorer dessus. Voilà, pourquoi pas. Mais
pour moi, l'ajout de microphone aujourd'hui, c'est plus de l'ajout de pierre vivante bien ensemencée, qui est bien riche en microphone. Les ajouts que tu fais avec des bouteilles X, Y ou Z que tu vas acheter chez ton poissonnier, en général, c'est de la nourriture vivante. Et pas de la microphone au sens quelque chose qui va coloniser les pierres. Hein, je fais bien le distinguo entre les deux choses. On peut élever aujourd'hui des animaux pélagiques pour en faire de la nourriture pour les poissons vivantes. Mais les animaux qui sont dans les pierres, eux, c'est super pénible à récolter et ainsi de suite. On ne va pas les trouver en bouteille. Question 12 de Escargotte. Peut-on placer un écumeur surdimensionné? Oui. Ensuite, c'est ton réglage qui va faire que tu vas surécumer ou pas. Donc c'est tout le secret, c'est dans le réglage. Mais tu peux mettre un très gros écumeur sur un bac qui est petit. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir avoir après une population qui est plus polluante. C'est-à-dire que si tu veux avoir beaucoup de poissons et des coraux, il faut avoir des écumeurs très surdimensionnés. Mais après, si tu veux vraiment avoir du full color, il ne faut pas mettre de poissons. Ah, c'est un choix. Nidelou qui nous pose une question. Salut Hervé, pourrais-tu nous dire selon toi quels sont les détritivores ou crevettes indispensables à posséder dans son bac? Merci. Alors, déjà les détritivores à avoir vont dépendre du volume. Mais de base, des escargots, mais des escargots des vrais brouteurs. C'est-à-dire que les Cypria annulus, c'est des détritivores, on est d'accord, mais c'est pour faire beau. C'est pas pour nettoyer. Hein, ça mange pas assez. Hein, on va être sur des Astrea, des Turbos, ensuite des Nasarius, des Strombus. Donc Nasarius, certains les appellent les Babylonia, hein, voilà. Donc ça, c'est déjà la première team qu'il faut. Donc il t'en faut quelques-uns de chaque. Je préfère avoir des populations variées plutôt que de dire il faut 25 escargots et alors tu vas et tu dis je veux 25 de cette espèce. Non, tu vas prendre 2-3 d'une espèce, 2-3 d'une autre et ainsi de suite. Il faut varier. Hein, c'est comme dans une population générale, si tu prends que des gens qui se ressemblent, eh ben, au final, d'un point de vue idée ou comme ça, tu vas être pauvre. Si tu mixes un petit peu tout ça, tu vas être beaucoup plus créatif. Ensuite, derrière, des crevettes. Hein, donc, tu te prends des Debellus ou des Amboinensis, ou bien, si tu es sur du nano, tu prends des Thors, tu prends voilà, une paire de crevettes. Après, j'aime bien les oursins, donc j'aurais tendance à dire prends un oursin. Mais c'est vrai que si tu as un anneau, ça n'ira pas. Parce qu'il n'y aura pas assez à manger. Ils vont te bouger toutes les boutures. Voilà. Mais j'aime bien les oursins. Qu'est-ce qu'il y a encore de sympa en détritivore? Moi, j'aime bien les ophiures. Hein, mais après, il faut avoir le... j'aurais tendance à dire que tu peux vite fait mettre une paire d'ophiures, même dans 100 litres. C'est super sympa. Et l'avantage, c'est que ça peut manger un poisson mort et donc éviter une grosse population assez rapidement. Donc voilà, mais après, c'est des animaux qui sont... voilà, moi, voilà l'équipe de détritivores type que j'aime bien avoir dans un bac. Question suivante de la part de Jérôme. Bonjour, je souhaite me lancer dans un récifal avec des coraux mous. C'est très joli, j'aime bien. Les coraux mous, j'aime beaucoup. Mais ma grande peur, c'est de me perdre avec toute cette technique pour le maintien de la qualité de l'eau ainsi que de la santé des coraux. Je veux dire par là, est-ce que c'est vraiment nécessaire de devoir avoir un recours, par exemple, à un réacteur à calcaire ou à CO2 ou du CO2? Voilà, je suis novice et j'aimerais avoir un avis de professionnel. Alors, je ne suis pas professionnel. En tout cas, merci beaucoup pour vos vidéos. Alors, si tu fais des coraux mous,
la maintenance nécessaire, c'est un écumeur, et encore, selon la taille du bac, c'est pas nécessaire, et des changements d'eau. Le réacteur à calcaire, le belling, tout ça, si tu fais des coraux mous, tu n'en as pas besoin. Pour des coraux mous, il te faut des pierres vivantes, de l'éclairage, et encore, il n'a pas besoin d'être un foudre de guerre, un écumeur, et c'est fini, du brassage. Mais tu n'as pas besoin de réacteur à hydroxyde, réacteur à calcaire, le belling, les ajouts d'oligo-éléments et ainsi de suite. Si tu fais des changements d'eau, tu as tout ce qu'il faut pour maintenir des coraux mous, même des gorgones, parce que ça va consommer très peu de calcium et de magnésium. Ça va en consommer un petit peu pour les sclérites qui sont dans les chairs, mais ça va consommer très très peu. Donc si ton envie c'est des coraux mous, toute cette technique là, tu peux déjà dire j'en ai pas besoin, parce que c'est des techniques de maintenance qui sont nécessaires pour les coraux durs. Hein, les coraux mous, même on va dire qu'en termes de qualité d'eau, tu peux être à des niveaux moindres, donc avoir un écumeur qui écume un petit peu moins fort, pour laisser des nitrates, des phosphates dans l'eau, parce que les coraux mous, eux, ils vont en avoir besoin pour prospérer. J'espère avoir répondu à ta question. Et bien sûr, pas de CO2. Hein. Question suivante de TOF38. Bonjour, comment donner de l'éclat à mes coraux mous? Ils sont un peu ternes, merci. Alors pour donner de l'éclat à tes coraux mous, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut que l'éclairage y soit en conséquence. Là, on est le matin, j'éclaire pas encore très très fort, mais il faut avoir de l'éclairage en conséquence pour tes coraux mous. Et après, tu peux les nourrir. Alors là, je suis en train de les tester. Attends, je vais te chercher un truc. Alors, justement, je suis en train de les tester. Pour les coraux mous, il y a, par exemple, chez Fauna Marin, il y a un soft multimix. Alors, ça, c'est de la nourriture pour les coraux mous. Donc, tu viens, tu mets une granule comme ça sur tes coraux mous. Et puis voilà, il y a bien sûr toutes les coral snow, toutes les poussières et ainsi de suite pour les coraux. Donc là, ça c'est le coral dust de chez Fauna Marin et le coral sprint encore de chez Fauna Marin. Ça, c'est tout des petites choses qu'on peut donner à tes coraux. Bien le Min S. Après, j'en ai aussi un LPS, quelque chose de chez Fauna Marin. Étonnamment, je suis pas mal en Fauna Marin ces derniers temps. Mais tu peux aussi trouver pour les nourritures qu'on donne en général aux coraux durs comme le Reefroids, elles vont aussi très bien pour nourrir des coraux mous. Et en fait, alors, quand je fais différents essais, c'est pour ça que j'ai plein de choses, hein. Mais tu en prends un, tu regardes comment tes coraux réagissent. S'ils réagissent bien, tu continues. S'ils ne réagissent pas, ben, regarde peut-être pour une autre recette. En fait, chaque corail a des besoins très très spécifiques. Et là, en disant coraux mou, je ne sais pas te dire lequel utiliser. Mais je sais que par exemple, il y a des nourritures spécifiques pour des ricordéas. Il y a des nourritures qui existent pour les zoanthus. Il y a des nourritures en tout genre. Après, tu peux aussi partir sur faire un petit peu de phytoplancton, de zooplancton et donner ça. En général, ils acceptent ça très bien. Et en leur apportant cette énergie, tu vas aussi booster la couleur des zoolantelles. Pourquoi en fait? Parce que en fait, tu vas nourrir de façon hétérotrophe tes coraux et donc ils vont avoir besoin de moins de zoantelles et donc ils vont en lâcher un petit peu, ils vont s'éclaircir en couleur et tu vas avoir des couleurs plus vives.
Ensuite, forcément, oui, plus tu as de lumière, plus ils vont pouvoir être clairs et colorés. Moins tu as de lumière, plus ils devront avoir des zoanthelles. Et la zoanthelle, ben, c'est brun. Enfin, c'est brun vert. Voilà. Donc, si c'est terne, c'est qu'ils ont besoin de beaucoup de zoanthelles parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière pour avoir l'énergie nécessaire à vivre. Question suivante de Menton Emmanuel. Pourquoi est-ce que les bacs DSB Jobert ne sont pas plus populaires en France? Je ne sais pas. Moi, bon, je suis parti sur du berlinois. Je connais bien la méthode berlinoise. Je me suis intéressé au Jobert. Après, il n'y a pas une technique universelle qui permet de tout maintenir. Il faut avoir un projet récifal qui te dit, ben, tiens, je vais faire un Jobert. Le souci aujourd'hui que je vois, c'est que les gens qui se lancent, et j'ai régulièrement ce genre de questions, hein, donc je vais pas être critique envers les gens qui me posent la question, mais c'est juste, parfois c'est, salut, je veux un aquarium marin, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Et si tu fais et là tu fais, ben, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelle population? Tu veux mettre quoi dedans? Quoi comme coraux? Quoi comme poisson? Et là, souvent, la question, c'est je sais pas, je vais voir. Mais j'aimerais pouvoir tout faire. Et là, forcément, si vous allez chez un peu n'importe qui, hein, on va te dire, ben, pars sur un berlinois, tu mets un gros écumeur, tu mets un gros éclairage, et là, hop, après, oui, tu auras mis une blinde en pognon, et tu vas pouvoir après pratiquement tout maintenir plus ou moins bien, mais ça va tenir. Si tu pars sur un Jobert ou un TSB, bah, tu vas éliminer certaines catégories de coraux, tu vas éliminer certains poissons, tu vas vraiment t'orienter sur un écosystème en particulier peut-être. Et ça, beaucoup de débutants ne savent pas le faire, et c'est normal. Donc, on va dire que les gens qui se lancent dans un Jobert ou un DSB, souvent le projet, il est vachement clair déjà dans leur tête, et forcément, ben, ils vont se lancer là-dessus. Plus ton projet sera, on va dire, vague, moins tu vas t'orienter vers du DSB ou du Jobert. Voilà. C'est l'explication que j'en ai. Est-ce que c'est la réelle explication? Encore une fois, je ne suis pas certain d'avoir la vérité. Voilà, voilà. Question 17 de Mick68. Connaissez-vous le procédé pour fabriquer ses propres pierres vivantes avec du ciment, du sable d'aragonite? Et si oui, peut-on faire tourner un bac récifal avec uniquement ces pierres-là? Après les avoir fait coloniser, bien sûr. Alors, je connais, j'ai pas pratiqué. J'ai pas pratiqué, pourquoi? Parce que je suis pas convaincu de la chose. Donc, mais après, c'est... Encore une fois, il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mon bac, il tourne depuis 4-5 ans avec uniquement ça, et ça tourne très bien. » Et tant mieux pour eux. Moi, je sais pas, mais c'est pas... C'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas une vérité unique dans le récifal. C'est que si tu adaptes ta population à la capacité d'épuration qu'auront ces pierres, hein, ou ce média de filtration, forcément ça va marcher. Si tu veux faire ça pour économiser quelques euros, et ensuite tu vas économiser sur l'écumeur, et puis tu vas économiser sur l'éclairage, et puis tu vas économiser sur le brassage, et puis tu vas économiser sur... voilà, mais que derrière tu voudrais faire un bac full color SPS, c'est pas vers là que je t'enverrai. Donc si ton objectif c'est d'avoir un bac avec une population de poissons restreinte, des coraux mous colorés,
je dirais oui, pourquoi pas. Mais c'est pas une maintenance que j'irais conseiller à quelqu'un qui voudrait faire du full SPS, full color. Hein. Bon, moi je suis pas en SPS full color parce que c'est pas mon truc. Voilà, je suis pas particulièrement SPS. J'ai même eu là pendant mes vacances mon Acropora qui m'a fait un RTN. Voilà, donc j'ai même plus tellement de SPS et puis c'est pas. Ça me. Voilà, c'était mon dernier accro, ça me fait chier, pour faire simple. Mais voilà, c'est pas. C'est. Je verrai si je remets un Acropora ou je suis pas certain d'en remettre un. Alors, il y a Arnaud Lemaire qui me demande, faut-il enlever, siphonner sur les PV alors que les escortes font le taf? Les escortes, petit coquin. Hein, c'est... Ah, j'aimerais bien que les escortes viennent me faire le travail. Non, je pense que tu as voulu dire les escargots, mais ton correcteur d'orthographe ou bien ton clavier de téléphone, il est sympa. Il donne des bonnes idées. Je vais faire venir des escortes pour mon bac. Ceci dit, donc les escargots, en fait, ils vont pas enlever les sédiments. Les escargots, ce qu'ils vont faire, c'est enlever tout ce qui est algues et ainsi de suite. Les sédiments, normalement, c'est le brassage qui va faire en sorte que les sédiments se retrouvent dans la colonne d'eau et arrivent dans la filtration, et arrivent sur les microbagues ou le perlon ou ta filtration mécanique. Voilà. Mais derrière, s'il y a de la sédimentation sur tes pierres, c'est que ton brassage il est pas bon. Hein, siphonner les pierres une fois de temps en temps, pourquoi pas, mais moi je siphonne jamais mon bac. Je le siphonne jamais. Je fais une grosse tempête éventuellement au niveau du brassage et c'est tout. Mais je siphonne jamais mes pierres. Question 19 de Luc74. Tes conseils pour choisir un écumeur pour un nano, sachant que je suis débutant et à long terme j'aimerais évoluer vers du SPS, etc. Dans l'immédiat, je vais commencer par des coraux faciles. Donc, dois-je investir directement dans un gros écumeur ou dois-je commencer vers un petit? J'ai un Red Sea Nano 105 avec des cantes, des modèles à me conseiller peut-être. Merci pour tes conseils et super vidéo. Bah, merci pour les compliments. Alors, au niveau de l'écumeur, j'aime pas dire prends un petit et puis ensuite tu en changeras parce que c'est une perte d'argent. Dans le sens où tu vas forcément perdre de l'argent à la revente et tu vas devoir changer du matériel. C'est que tu n'as pas pris le bon dès le départ, donc c'est une perte de temps et d'argent. Pour du nano, des gros écumeurs, il n'y en a pas énorme. Moi, mon nano, je le fais tourner là qui est en cours, je le fais tourner sans écumeur parce que je suis sur du corail mou. Il me semble que le Red Sea, il y a un petit écumeur de base. Si je me trompe, excusez-moi, hein, je ne connais pas tous les bacs par cœur. Le Red Sea, il y a un écumeur de base qui est déjà sympa pour débuter. Après, s'il te faut plus gros, j'aurais tendance à mettre un Tunes 9004 ou ce genre de choses. En bon écumeur pour du nano, je connais pas des masses de marques. Je ne tends pas vendeur. Encore une fois, je suis pas vendeur de matériel, donc je connais pas tout le catalogue de toutes les marques et ainsi de suite. Je suis curieux, mais voilà, je peux pas connaître toutes les références partout. Je sais que moi j'ai un petit Tunes qui traîne, qui rend bien service quand il y a besoin pour un petit bac. Et puis voilà quoi. Donc, ouais, éventuellement un petit Tunes. Deltec aussi, ils ont le MCE 500 de mémoire. Et qui lui va jusqu'à 250 litres ou même 500. Mais bref, qui est assez réputé au niveau de l'écumage. Je sais pas s'ils le font encore, mais il y a un écumeur qui va bien pour les nanos chez Deltec aussi. Donc voilà.
Question 20 de Frédéric L. Es-tu capacitaire pour donner des conseils? Alors, figurez-vous que cet été, j'ai passé une capacité. Alors, c'est... Voilà. Donc, je suis capacitaire. Est-ce que c'est sur les espèces qui vous intéressent? Je ne suis pas certain. Mais, voilà. Être capacitaire, oui. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Oui, si je voulais être vendeur ou comme ça, je pourrais avoir une capacité de vente. J'ai une capacité élevage. Hein, même si ça peut t'éclairer. Hein, j'ai une capacité d'élevage sur quelques espèces. Mais je ne suis pas certain que ce soit ça qui soit important. Hein, voilà. Mais j'ai passé cet été une capa. Ouais. C'est sympa à faire. C'est très très sympa à faire. Avec le dossier, passer devant le jury, tout ça. Question de XYZ. Est-ce que tu gagnes ta vie avec les vidéos? Non. Non. J'en suis très 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 loin. On va dire que le plus gros des rentrées d'argent, c'est les tips sur Tipeee. Ensuite, les rentrées sur YouTube, c'est très très... Enfin, c'est pas grand chose. Et par rapport à... qu'est-ce qu'il peut y avoir? Après, ben, il y a eu 2-3 marques. Il y a eu une marque là, la dernière vidéo, qui m'ont proposé de sponsoriser une vidéo. Et puis voilà, ça s'est fait. Il y a eu leur bannière... leur logo au début de la vidéo. Ensuite, de temps en temps, je reçois un peu de matériel de la part des marques pour le tester. Mais ça ne m'empêche pas d'en acheter aussi. Hein. J'achète du matériel que je teste. Donc, au final, l'argent qui rentre, il est largement dépensé 2-3 fois. Donc, c'est aujourd'hui... j'avais fait le calcul sur l'année dernière entre l'argent qui était rentré et l'argent que j'avais dépensé sur la chaîne. J'avais dépensé en matériel pour, on va dire, l'éclairage, un petit micro, un petit machin, ça va super vite. Hein, on a vite besoin d'une petite connerie, hein, ou envie d'une petite connerie pour ça faciliter la vie sur les vidéos. J'ai été de ma poche de 200 €, hein, et je compte pas là-dedans l'achat de l'ordinateur parce que j'ai cramé un ordinateur, la carte graphique et ainsi de suite. À force de faire du rendu vidéo, elle avait cramé. Donc j'ai dû racheter un ordinateur, ça je le compte pas dedans, c'est une dépense, on va dire, familiale. Donc non, ça ne permet pas d'en vivre. J'adore, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui a l'impression qu'on peut vivre des vidéos et non. Il y a François qui me demande pourquoi tu n'as que des choses positives et tu n'as jamais de trucs négatifs, tu te fais payer. Et je finis bien quand même ces vidéos. Là, ces questions-là, j'aime bien. Hein, c'est la dernière du questionnaire. Alors, pourquoi j'ai que des choses positives? Parce que je suis quelqu'un de positif. J'ai déjà testé des choses où j'ai pas été convaincu par le produit. Il y a déjà des marques où j'ai renvoyé le produit en disant je suis désolé, mais chez moi, j'étais pas convaincu. Donc je me vois pas conseiller quelque chose et dire ouais c'est super, achetez-le, mais chez moi en fait par rapport à mon bac, par rapport à ma population, par rapport à ma maintenance, ça n'a pas marché. C'est quelque chose que je ne peux pas. Tout comme, et ça m'a déjà été proposé, hein, qu'on soit clair, il y a une marque qui m'a proposé de me payer pour dire du bien d'un produit et pour faire une vidéo, avec un droit de regard et ainsi de suite, bref, une vidéo, on va dire, une commande, vraiment une commande comme on dirait, ouais, je suis fabricant de voitures et je commande à un réalisateur un spot de pub. Et là, ben, j'ai dit non parce que je me vois pas vendre
du temps ou que je passe à faire de la vidéo pour dire des choses auxquelles je crois pas. C'est aussi bête que ça. Donc moi, si vous voyez sortir une vidéo, c'est que dans le produit, j'y crois, j'y crois. Un minimum, je me dis putain, mais c'est bien. Par contre, forcément dans l'article qui suit ou qui est avec, parce que j'ai un temps de production qui est vachement long, il faut que je trouve des solutions à ça. Hein, j'ai un temps de production qui est super long. Je m'en suis rendu compte, parfois il y a des vidéos qui sortent 5, 6, 7 mois après avoir été tournées, c'est un petit peu con, mais voilà, j'ai un temps de production qui est long. Mais je vais donner des points positifs, des points négatifs, mettre des bémols, parce que on n'est jamais content à 100% d'un truc. Je veux dire, même quand on est content de sa voiture, va forcément dire ouais, par contre, punaise, l'embrayage est un peu dur, mais ça en fait quand même une très bonne voiture. Voilà, là pareil, moi il y a des produits, je me dis punaise, c'est génial. Le seul bémol, c'est que j'aurais agrandi ça. Oui, mais ça reste. Mais dans l'ensemble, si je sors une vidéo sur un produit, c'est que j'en suis dans la globalité content. Donc voilà. Et quand j'en suis pas content, ben je renvoie, ou bien il y a eu des produits qui m'ont été envoyés, genre des supplémentations comme ça, où j'ai pas vu de différence. Je dis ouais, excuse-moi, monsieur Lamarque, ton produit il est bien, mais j'ai pas, par rapport à d'autres produits ou par rapport à ma maintenance normale, il n'y a pas d'effet waouh. Il n'y a pas de truc où tu te dis ouais, ça fait le kiki tout dur, et ça j'ai envie de le promouvoir. Mais juste c'est un produit standard, tu donnes, c'est un produit normal. Alors peut-être que c'est moi qui deviens difficile aussi. Hein. À force, on évolue dans le hobby, et peut-être que je deviens difficile. Mais voilà. Et après, il y a aussi, il me faut du temps pour produire tout ça. Et puis voilà. Donc j'ai déjà tellement de temps qui est pris pour faire des choses positives, que perdre du temps pour dire ouais, j'ai essayé ce truc, finalement c'est bof. Hein, ouais, je trouve que c'est une perte de temps pour moi, pour vous, qui va aller prendre quelques minutes pour suivre la vidéo pour un produit bof. Donc, voilà. Donc je suis à la fin des questions qui me sont arrivées sur le questionnaire. J'ai la voix qui flanche. Et j'ai vu qu'il y avait des questions qui étaient arrivées sur la vidéo YouTube. Donc je vais aller voir sur la vidéo YouTube les questions qui m'avaient été posées. Il y en a 2 par Aquaworld, donc une autre chaîne YouTube. Pourquoi as-tu voulu commencer l'aquariophilie marine? Eh ben c'est très simple, c'est parce que c'est super beau, parce que c'est super joli. Parce que à un moment, mon poisson rouge c'était bien, mais j'avais envie de passer à quelque chose d'autre. Et donc j'ai vu l'aquariophilie marine et je me suis dit waouh, j'ai envie de faire ça. Et je l'ai pris en défi personnel, faire un aquarium marin. Et là, ben, c'est mon 3e ici. Et puis le 4e, c'est le nano. Donc j'ai déjà évolué dans le marin. Voilà. Et quel est l'aquarium dont tu rêves d'avoir? Alors je rêverais d'avoir un volume à 5000, 6000 litres. Mais c'est juste, budgétairement parlant, impossible. Donc le rêve, ce serait d'avoir un aquarium comme ceux qu'il y a dans les musées. Mais c'est comme tu demandes ce dont je rêve, voilà, c'est du rêve. Et c'est un rêve, c'est pas forcément fait pour être réalisé. Donc voilà le rêve. Hein, avoir à 5 ou 6 000 litres, ce serait le rêve. Hein, mon téléphone s'est bloqué.
Voilà, on a fini cette première FAQ. J'espère avoir à peu près répondu aux différentes questions. L'exercice était rigolo et sympa. Hein, on va voir ce que ça va donner au montage. Et puis, j'espère que ça vous a plu aussi à suivre. N'hésitez pas à commenter, partager tout ça, à soutenir, à me dire que ça vous a plu ou pas, si ça a bien répondu à vos questions. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de Récif Captif. Et puis voilà, allez, à plus!